Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Ce mois-ci, je suis fière de vous faire découvrir la personnalité attachante d'Emmanuel. Ancien motard dans la police nationale et champion de France des rallyes routiers, il est aujourd'hui paraplégique à la suite d'un grave accident de moto en service. Il nous raconte dans un témoignage sans filtre le quotidien d'une personne en fauteuil. Je vous préviens, Emmanuel est autant bavard que moi. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai sélectionné le meilleur des 2 heures que nous avons passées ensemble. Nous avons notamment parlé de sa longue reconstruction, de l'écriture de son livre qui l'a sauvé, de relations amoureuses, de sport, de douleurs neuropathiques et de la vision du handicap dans la société. Bref, cette conversation est riche et authentique, comme je les aime. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ma conversation avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis trop contente. J'aime bien commencer mes interviews par une question un peu originale pour mettre mes invités à l'aise. On va le voir juste après, mais tu as traversé de sacrées épreuves. On peut dire de toi que tu es un miraculé. Alors en faisant mes recherches pour préparer notre échange, je suis tombée sur une phrase philosophique que tu as certainement déjà entendue qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ce que j'en pense, oui, c'est un peu vrai, puisque justement, moi, je suis passé sur des épreuves incroyables. Alors, je vais les raconter un petit peu, parce que je ne suis pas un paraplégique tout à fait comme les autres, car je suis polytraumatisé, on va dire. C'est que, tout simplement, lors de mon accident, quand ils m'ont ramené à l'hôpital Purpan, ils étaient vraiment pas sûrs de me sauver, car j'avais déjà une hémorragie interne, c'est-à-dire que j'avais les deux artères fémorales sectionnées, et donc au fur et à mesure qu'ils me remplissaient de sang, je me vidais derrière. Donc il y avait ça, mais avec ça aussi j'ai fait un pneumothorax. Après j'ai eu le bassin en 10 morceaux. Après, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu les croisés, après, oui, évidemment, j'ai eu une lésion, une section de moelle complète. Et donc, ils ont fait des opérations miracles, on va dire. J'ai eu beaucoup de plaques qu'on m'a mis dans le bassin. Et ils pensaient pas. Ils ont même consulté ma mère à un moment donné. Ils lui ont dit, on va devoir justement faire une embolisation, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est une réaction chimique qui bloque complètement l'hémorragie, mais ils ne savaient pas si mon cerveau allait être irrigué assez pour que je ne devienne pas en gros un légume. Et donc je pense que... On a la réponse aujourd'hui. On a la réponse aujourd'hui. Alors, je ne dois pas avoir grand-chose dans la tête à irriguer, peut-être, je ne sais pas, Pauline. Mais voilà, je suis là. Je ne suis pas tout neuf, mais et c'est bien le problème. Et c'est ce que je mets dans mon bouquin. Il y a des médecins qui c'est leur métier, qui vont s'acharner à sauver parfois l'insauvable. Et là, maintenant, je morfle parce que Pauline, j'ai des douleurs neuro, mais atroces, qui sont là 24 heures sur 24. C'est mes meilleures copines depuis 9 ans maintenant, bientôt. Et j'arrive pas à m'en défaire, et ça pourrit bien la vie. Voilà, donc oui, je suis un miraculé, mais est-ce que vraiment, voilà, comme je répète, est-ce qu'il faut sauver l'insauvable ? Parce que c'est quand même très très dur. Et moi, j'ai rencontré autour de moi justement des personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi au niveau des douleurs neuro que je ne connaissais pas, parce que j'ai eu des douleurs. Moi, j'ai fait de la moto, donc je me suis cassé des membres plusieurs fois, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, les douleurs neuropathiques, on ne les connaît pas quand on est valide. Et c'est atroce à vivre. Et là, c'est un gros dossier. Qui j'espère un jour, on va pouvoir justement me réduire ces douleurs, voire me les enlever, mais jusqu'à maintenant,
avec les médicaments ou alors des méthodes douces comme l'acupuncture, l'hypnose, il n'y a rien qui a fait et je les ai encore. Voilà mon problème actuellement, le plus gros problème. Mais après, il y en a d'autres. Avant de nous raconter un peu ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quel homme tu étais avant ton accident, ton rythme de vie, ton travail, tes passions? Oui, alors moi j'étais, comme on dit, un hyperactif. Voilà, j'étais un sportif haut niveau également. J'avais pas le temps de m'ennuyer. J'étais toute la journée, donc déjà dans mon métier, je faisais minimum 8 heures, puisqu'on doit faire les 8 heures quand on est fonctionnaire de police sur ma moto, parce que j'étais motard. Et également, j'étais compétiteur moto. Je représentais la police nationale à travers le sport. Et voilà, donc je faisais beaucoup de moto. Et après, au-delà de ça, il me fallait toujours faire des choses. Enfin, je suis un hyperactif. J'étais toujours en train, dans le bricolage, à bouger à droite, à gauche, et sans jamais m'arrêter. Je dormais très peu, en fait, parce que dormir, hein, je trouvais ça ennuyant. Bon, bien entendu, il fallait, mais je trouvais ça ennuyant. Donc, me retrouver, bien entendu, maintenant, dans un fauteuil roulant, cloué à un fauteuil roulant. J'avais dit d'ailleurs un jour à ma mère, quand j'étais petit, que la pire des choses qui pouvaient m'arriver, c'est de me retrouver en fauteuil. Mais écoutez, voilà, Pauline, on y est. Donc maintenant, je dois m'adapter. Depuis 9 ans, j'ai beaucoup avancé avec des projets. Et justement, qu'est-ce que tu connaissais du monde du handicap avant ton accident? Alors, je ne connaissais pas grand-chose sur le handicap. Moi, justement, comme je pense la plupart des gens, quand je voyais quelqu'un en fauteuil roulant, je voyais quelqu'un qui ne marchait plus. Mais je ne voyais pas justement tous les problèmes que ça pouvait entraîner derrière, autant physiques que des problèmes familiaux. Voilà. Et donc j'ai beaucoup appris. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé le jour de ton accident? Mais tout simplement, donc, ça m'est arrivé en service. J'étais sur ma motocyclette administrative et je descendais une rue prioritaire et il y avait des croisements tous les 50 mètres, parce que c'était un quartier assez résidentiel derrière le commissariat de Toulouse. Et là, il y a un chauffard qui ne s'est jamais arrêté à incéder le passage. Et donc, il est arrivé de nulle part et il s'est retrouvé devant mes roues. Et j'ai eu juste le temps. Alors, mon réflexe, et c'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais plus là non plus, je me suis mis debout sur les cale-pieds parce que sa voiture faisait un rempart et le réflexe, ça a été, j'ai pas eu le temps de freiner, ça a été de me mettre debout et passer par-dessus pour éviter de m'encastrer dans sa voiture. Et malheureusement, après, derrière, je suis mal retombé. Je suis retombé sur l'arête du trottoir. Et puis, sur l'impact également, je suis tombé dans les pommes, comme on dit. Donc, j'ai pas pu bien me réceptionner. Et je suis tombé comme une marionnette. Et du coup, j'ai un peu tout cassé dans mon corps. Et j'imagine que ton pronostic vital était engagé. Est-ce que tu as été dans le coma? Comment ça s'est passé après la suite de ton hospitalisation? Alors oui, je suis resté plus de 3 semaines dans le coma. Alors, donc ça a été très compliqué parce que, déjà, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, un polytraumatisé. Donc, ils ne savaient pas trop par où commencer. Je perdais beaucoup de sang. Donc, dans un premier temps, ça a été automatiquement me brancher avec des poches pour essayer que je ne perde pas, qu'on remplissait de nouveau mon sang que je perdais au fur et à mesure. Donc ça a été trop compliqué parce qu'en plus, on ne pouvait pas trop me toucher. J'étais démembré au niveau du bassin. Puis après, au niveau respiratoire, avec le pneumothorax, c'est pareil. Donc j'étais sous assistance respiratoire parce que mes poumons ne fonctionnaient plus. Voilà, donc très compliqué. Et du coup, après, il y a eu le réveil. 3 semaines après, du coup, comme tu dis, il y a eu le réveil. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens de la première pensée que tu as eue à ton réveil? Ouais, la première pensée, je me suis dit... parce que je savais je faisais jamais les choses à moitié. Donc je me suis dit, là, je me suis pas loupé. Voilà, je crois que j'ai le record, là. J'ai bien morflé.
Parce que quand je me suis réveillé, la première chose, les premiers réflexes, c'est on essaye de bouger un membre, un autre, et puis il n'y a rien qui bougeait. Voilà, il n'y avait que mon bras gauche que j'arrivais à bouger, mais difficilement, parce que le bras droit ne fonctionnait pas non plus. Plus tard, je l'ai récupéré. Voilà, mais au départ, là, je me suis dit que j'étais tombé bien bas et que quand on se réveille comme ça, en plus, j'avais pris que des perfusions avec des produits chimiques. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, ça a été des produits chimiques pendant 3 semaines. J'étais dans un sale état et j'avais qu'une envie, c'est partir, ça c'est sûr. Parce que j'étais tellement faible et puis bon, si vous voulez, on a conscience que mon cerveau fonctionnait très bien encore. Donc quand on a la conscience de ce qu'on est devenu, et bien là, on a envie que d'une chose, dans l'état où j'étais, c'était vraiment fermer les yeux et partir. Mais ça n'a pas été le cas, puisque c'est toujours pareil. La pendule, elle a continué à fonctionner. Et voilà, et je suis là encore aujourd'hui, mais c'est un combat, ça a été un combat que je souhaite à personne. Et s'il fallait y revenir, je ne pourrais pas y revenir, parce que là, j'en voudrais pas. C'est sûr, par toutes les épreuves où je suis passé, c'était une... Oui, oui, c'est vraiment là, on se met en mode guerrier. Même moi qui étais sportif au niveau, je sais ce que c'est que la compétition au niveau, mais là, c'était vraiment rien à voir, quoi. Le sport au niveau, c'est vraiment rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, et je suis là encore aujourd'hui, donc j'espère que j'ai pas fait le parcours pour rien. J'ai des choses encore à régler, et j'espère que je vais les régler parce que, voilà, il y a quelques trucs à régler. Bon, ça va faire bientôt 9 ans, mais on avance, voilà. Après ton hospitalisation, tu as fait 2 centres de rééducation. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça a duré en tout et nous raconter éventuellement un événement marquant ou décisif de cette période? Alors j'ai fait un premier centre, c'était le centre Verdèche, où j'ai pas été très très content de ce centre, parce que pour plein de raisons, bon je sais pas s'il faut les évoquer là, mais bon voilà, j'étais pas content au niveau des soins, et je voyais que j'avançais pas comme je voulais avancer, et donc j'ai décidé de contacter un deuxième centre qui a été celui de Bordeaux, où je me suis senti beaucoup mieux, et là avec des soins à la hauteur. Mais sinon, après, alors moi j'ai un fait marquant, mais qui concerne une amie sur le deuxième centre, que j'ai mis dans mon livre d'ailleurs. C'est Hélène. Bon, elle a eu la même chose que moi. Bon, une histoire épouvantable, je ne vais pas la raconter parce que c'est compliqué. En gros, elle a voulu sauver quelqu'un sur le bord de la route, et puis c'est elle qui a été percutée en sauvant la personne. Elle était infirmière d'ailleurs, et un jour, eh bien, elle a décidé justement de nous quitter parce qu'elle trouvait horrible. C'était toujours les fameuses douleurs neuropathiques qui justement, qu'elle trouvait insupportables. Mais moi déjà j'ai du mal à résister alors que je suis dur à la douleur. Bon, eh bien, elle n'a pas résisté. Voilà, ça lui faisait même au niveau de la poitrine, ça lui faisait très mal. Elle se plaignait tous les jours. Voilà, et elle était... je crois qu'elle prenait même 14 médicaments un jour pour essayer de calmer ça. Donc, enfin, elle a essayé, mais elle n'a pas tenu le coup, la pauvre. Et donc voilà, donc ça c'est un effet marquant. D'ailleurs, suite à ça, j'ai quitté le centre. Après ça, je n'ai même pas fini ma rééducation. Voilà, parce que j'ai décidé que là, ça suffisait. C'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Et je me suis dit, la rééducation, je la ferai chez moi. Et après, donc, tu as fait rééducation à la maison. Oui, voilà. Alors, le retour à la maison, c'est pas forcément la bonne chose à faire, parce que automatiquement, quand on rentre à la maison, on a des souvenirs qui reviennent. Et le problème, c'est que quand ça nous arrive, alors je dis pas que c'est plus facile à 20 ans, mais quand ça nous arrive à 40, on a la valise des souvenirs, et, euh, et du coup, on se remémore, je pense, beaucoup plus de souvenirs que quand on a 20 ans. Et il y a ça à gérer. Toutes les pièces qu'on revoit, toute la maison,
toutes les actions qu'on avait pu faire avant, toutes les scènes qu'on avait fait avant, mais voilà, on se les remémore et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment tirer un trait sur le passé. Il faut vraiment être costaud là-dessus et se projeter sur l'avenir et dire que c'est une autre vie, c'est une vie en fauteuil, c'est une vie où je ne serai plus à 1m80, mais si vous commencez à se remémorer, mais c'était mieux avant, je faisais ça avant, je pouvais être plus mobile qu'avant, eh bien non, c'est fini ça. Il faut vraiment penser à la nouvelle vie et avancer avec la nouvelle vie. Voilà. Avant de parler du regard des autres, j'aimerais savoir aujourd'hui comment toi tu te sens dans ton corps et quel est ton rapport avec ton corps aujourd'hui. Alors mon corps, il est très lourd. Mon corps est très lourd parce que il me reste les bras et les épaules. Et après, je ne sais pas, quand vous êtes valide et que vous avez peut-être pris quelqu'un qui était en train de dormir ou quelqu'un qui dort pas, c'est pas le même poids. C'est-à-dire, voilà, il se met plus rigide et donc c'est plus facile à porter quand il dort pas. Mais un poids qui t'aide pas. Et lui, il m'aide pas. Hein. Mon poids, mon corps, il n'en a rien à faire de moi en ce moment. Hein. Donc voilà. Donc c'est très compliqué. Pour justement pour effectuer les transferts, c'est pas simple. Voilà. Mais sinon, alors, ce qui est marrant, c'est que malgré toutes les épreuves que j'ai pu subir, eh bien, je fais toujours plus jeune que mon âge, on me dit. Donc ça me fait plaisir, ça. Et oui, non, sinon, ouais, la tête, j'ai pas trop changé, non. Ça, c'est sûr. Par contre, elle change très vite quand la fatigue s'installe parce que justement, quand je me fatigue très vite, malheureusement, parce que j'ai eu également donc, un pneumothorax, comme je le disais, et j'ai perdu la moitié de mon système respiratoire. Ça fait que je suis comme un petit vieux de 80 ans. Donc je me fatigue super vite et donc j'ai des traits, les traits. On le voit rapidement, hein, les traits tirés, ça peut arriver en 5 minutes. Voilà, là, on est en train de converser tous les deux, mais peut-être que tout à l'heure, tu vas me voir, je vais ressembler à un papy, parce que quand j'ai les yeux tirés, les traits tirés, en plus les douleurs qui s'y mettent, on voit la différence. Voilà, tu la verras peut-être. D'accord, j'espère pas, mais... Mais de toute façon, ça arrive hyper vite, tu vas voir. Pour le moment, ça va. Et comment tu vis le regard des autres ? Alors, le regard des autres, moi, j'avais la chance, non. Le regard des autres, j'ai toujours été habitué à être regardé parce que j'étais en tenue. Et quand on est en tenue de policier, on est tout le temps regardé. Donc, le regard, j'ai toujours eu l'habitude qu'on porte un regard sur moi. Et ça m'a pas trop bouleversé. Bon, maintenant, c'est sûr que quand on me regarde, c'est plus la même. C'est pas parce qu'on a peur, c'est pas par rapport à la peur du gendarme, mais c'est surtout, voilà, qu'on regarde quelqu'un qui justement est dans un fauteuil. Mais bon, après, moi, ça me dérange pas du tout. Franchement, là-dessus, ouais, ça me, vraiment, puis bon, de toute façon, mais la plupart du temps, d'ailleurs, c'est les enfants qui regardent. Il y a beaucoup d'enfants qui observent le fauteuil et je me demande, voilà, je pense que ça perturbe. Alors ça perturbe les enfants, mais je ne sais pas dans quel sens ça les perturbe. Mais alors soit ils sont intéressés par la chose, ou soit ils se disent oh le pauvre, un fauteuil, je m'y vois pas moi. Mais c'est les enfants surtout qui ont le regard. Après les adultes, je pense que les adultes fuient justement un peu plus. Il y a beaucoup d'adultes qui fuient le handicap. Voilà, parce que je pense qu'ils ne sont pas capables d'assumer, de parler à un handicapé. Je pense que c'est compliqué, c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs handicapés, il y a plusieurs réactions. Hein. Moi, je sais que je fais toujours de la dérision, mais j'ai rencontré certains handicapés, c'est pas le cas. Hein. Voilà, ne serait-ce que pour se faire aider. Se faire aider, il y en a beaucoup, ils veulent pas. Moi, ça m'intéresse pas non plus. Bon, après, je vais pas être agressif, mais il y en a, ils sont agressifs parce que, voilà, ils aiment pas se faire aider. Voilà, ce que je peux comprendre. Est-ce que tu as déjà eu des remarques désobligeantes ou des situations cocasses par rapport justement
à ton handicap? Alors, il y a beaucoup de gens quand même qui sont irrespectueux. C'est-à-dire que, je prends un exemple très simple, c'est les places de stationnement pour les handicapés. Donc voilà, ça, ce n'est pas respecté. Après, voilà, moi j'ai eu des... Souvent, les gens sont pressés et même quand on voit quelqu'un dans une chaise, ça ne les dérange pas de me dire va plus vite, qu'est-ce que tu fous toi? Voilà, donc... mais bon, j'aimerais bien les y voir dans le fauteuil parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Mais voilà, c'est ça, ouais, il y a beaucoup de gens. Mais de toute façon, dans la société dans laquelle on vit, il y a une agressivité telle que, voilà, quoi. Ils ne font même plus de différence entre un handicapé ou quelqu'un de valide. Pour moi, c'est ça, quoi. On vit dans un monde de dingue. Voilà. C'est ça qu'on peut retenir, oui. Merci. Quelles sont les idées reçues qui t'agacent le plus concernant les personnes en fauteuil? Alors, les idées reçues, c'est... moi, je pense déjà que une personne en fauteuil, je vais dire... sur quel sujet je pourrais l'aborder, ça? D'avoir une relation. Tiens, par exemple, prenons ça. Une relation avec un handicapé. Quel type de relation? Mais une relation amoureuse. Oui. C'est-à-dire que, voilà, je pense que le plus compliqué, alors, je dirais pas dans le sens fille et garçon, c'est-à-dire le garçon qui est handicapé, la fille non, il y en aura beaucoup plus. Mais l'inverse, non. C'est-à-dire les garçons n'iront jamais, ou très rarement, je pense, aller draguer quelqu'un qui se trouve, c'est une femme sur un fauteuil roulant. Mais voilà, les filles sont peut-être un peu plus sensibles, mais il y a encore quand même une large barrière. Parce que alors qu'il y a beaucoup d'handicapés qui sont intéressants, il y a plein de choses. Et puis les handicapés, ils sont sur un fauteuil, mais attention, hein, ça c'est faire des choses derrière. Et tu es en couple aujourd'hui? Oui, ouais, je suis en couple. Alors évidemment, le couple... La même personne avec qui tu étais depuis avant l'accident? Exactement, c'est très compliqué, et donc... il faut composer. Alors après, voilà, il faut que la personne, il faut que la personne accepte déjà. Il faut que la personne assume le handicap. C'est pas évident parce que, bon, alors moi, je suis un handicapé, d'accord, mais je suis assez autonome. Voilà, donc l'autonomie, moi, je l'ai pratiquement, justement, je fais l'effort, même quand c'est dur, de faire les choses moi-même, parce que je déteste déjà qu'on me rende service. Parce que même quand j'étais valide, en fait, voilà, moi, ma raison de vivre, c'était aider les autres, souvent. Voilà. Et justement, là, d'ailleurs, on m'a souvent dit que maintenant, il fallait accepter qu'on t'aide. Mais j'ai un peu de mal. C'est pour ça que... Mais là, par rapport à ce que je fais, je vais encore plus vite que les valides. Je fais beaucoup de choses encore. Voilà, je m'en rends compte. Et on me le dit souvent. Parce que, bon, je ne veux pas que ça traîne. Voilà. Donc, après, voilà, moi, c'est un cas particulier parce que je suis quand même quelqu'un, d'accord, je suis paraplégique, mais je suis assez autonome. Et pour revenir au couple, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais justement à un couple qui est en train de vivre une situation comme celle que vous avez vécue? Est-ce que c'est parce après un accident, il y a beaucoup de couples qui se séparent en fait? Comme je dis, un homme, moi je pense qu'un homme, malheureusement, les femmes ont plus de cran à ça. Voilà, moi, par rapport à mon entourage, je vois et puis je sais comment fonctionne un homme, puisque j'en suis un. Et du coup, après, il faut avoir beaucoup de courage. Et je pense que les femmes ont beaucoup plus de courage que les hommes. Voilà, parce que elles quittent pas comme ça, les femmes. Voilà, il y a de l'amour. Et puis, mais même, je dis pas que les hommes... il n'y a pas d'amour, mais voilà, pour assumer ça, c'est hyper compliqué. Et voilà, et je pense que vous l'avez de ce côté mère aussi, de l'affect et tout ça, qui fait que vous avez plus tendance à l'assumer. Je donne un exemple très simple. Moi, j'ai des amis proches
des garçons et des filles. Et chez les garçons, il y en a encore qui n'ont pas pu venir me voir. Parce qu'ils ne peuvent pas me voir en fauteuil, ils n'y arrivent pas. Après 9 ans. Mais chez les femmes aussi, non? Non, je les ai toutes revues. Et elles m'ont dit que je n'avais pas changé, en fait. Non, mais voilà, quoi. Donc, moi, je pense que vous avez des forts caractères, les femmes, et voilà, vous êtes différentes, vous pensez différemment, c'est comme ça. D'ailleurs, moi, je pense que si on fait les stats, les hommes ont tendance à partir, hein. Après, je ne dis pas qu'il y en a pas qui restent. Bien sûr qu'il y en a qui restent, mais voilà, la majorité, je pense que voilà, une femme peut rester plus qu'un homme. Et alors moi, si le conseil que j'ai à donner, j'en ai pas parce que voilà, tous les couples sont différents. J'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il faut s'accrocher et puis voilà, qu'il y aura des jours meilleurs. Et le problème, c'est qu'un handicap, on n'accepte jamais, on apprend à vivre avec. C'est ce qu'on dit toujours, hein. On n'accepte jamais le handicap. Mais on apprend à vivre avec. Et donc, avec le temps, voilà, il y a des choses qui se passent qui font que voilà, on s'habitue au handicap. Voilà, on le rentre dans le foyer, on s'adapte. Voilà. Parce qu'au départ, c'est pas facile non plus, parce que quand vous revenez à votre foyer, il n'y a rien qui est adapté. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans ma vie, automatiquement, quand vous êtes complètement déréglé par rapport à la vie d'un valide, voilà, je ne dors plus avec ma femme. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de la chambre à part, puisque moi, je me sonde, en plus, c'est le réveil toutes les 3 heures. Puis voilà, je suis décalé, je ne m'endors pas tout le temps. Voilà, c'est dur quand j'ai les douleurs. Oui, c'est très, très compliqué. Ça, j'avais oublié d'en parler, mais c'est vrai, ça, le fameux bouleversement, ça en fait partie. Et voilà, j'avais oublié de le dire, mais c'est vrai que c'est important. Voilà. En 2016, tu as écrit un livre qui s'appelle « Irréversible, ma vie, un combat ». Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes motivations et pourquoi tu as eu envie d'écrire ? Alors, c'est parti justement d'un malheur, on va dire. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai écrit parce que j'étais hyper mal à l'époque où j'ai commencé à prendre la plume. J'avais fait d'ailleurs une tentative de suicide à l'époque. Alors, la tentative de suicide, c'était une accumulation de pas mal de choses où je me sentais justement délaissé, même du médical. On ne m'apportait pas de solution. Je n'étais pas apte à les trouver parce que j'étais encore faible. Voilà, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque maintenant je me balade. Et quand il faut trouver des solutions, je les trouve. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est surtout que voilà, j'étais pas à l'abri de recommencer une tentative. Et je voulais surtout pas partir comme ça et expliquer pourquoi. Voilà. Tout ce qui se passait, la vie d'un handicapé. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui le lisent, ils se mettent carrément dans mon corps parce que c'est vraiment, je mets les moindres détails puisque quand vous passez par là, les moindres détails, vous en souvenez. Voilà, moi ça fait 8 ans, le livre, je peux vous le réécrire tel qu'il est. Et du coup, je voulais laisser une trace et surtout pour ma fille également, qu'elle comprenne plus tard pourquoi j'aurais pu éventuellement refaire ce geste. Et finalement, de l'avoir fait, ça a été un exutoire. Et il y a eu un déclic. Je me suis senti libéré. Et je pense que si je n'avais pas écrit ce bouquin, je ne sais pas si je serais là, par contre. Parce que quand vous rentrez dans une dépression, je ne connaissais pas, moi. Parce que j'ai passé 40 ans de ma vie avant l'accident, c'était que du bonheur. Et donc, quand vous rentrez dans une dépression, pour en sortir, vous êtes faible. Donc, vous rattachez à n'importe quoi. Et vous rattachez aux médicaments. Mais après, il faut avoir un esprit un peu plus ouvert pour essayer de se dire dans la tête, mais non, peut-être que c'est pas ça qu'il me faut. Et voilà. Et moi, je l'ai eu. Je l'ai eu et ça a marché. Voilà, moi, j'étais capable de rien faire. Et puis moi, j'étais bien qu'en voyant les personnes. Moi, je me trouvais bien que dans le noir, qu'avec la pluie et qu'avec des personnes invalides. Moi, quelqu'un que j'avais invalide en face, quand je regardais la télé, j'éteignais la télé. Des gens qui rigolaient à la télé,
je ne supportais pas. Voilà. Il y avait de la jalousie, il y avait, voilà. Et c'est pareil, après, j'ai eu quelques petites fêtes en rentrant de la maison. Et, euh, et c'est là où c'est compliqué, parce que les amis, ils ne comprennent pas. Eux, ils veulent tout le temps sourire et tout ça, mais moi, ça me déglinguait en quelque sorte. Les sourires, et c'est pour ça que il y a beaucoup à apprendre. On ne se reconstruit pas comme ça du jour au lendemain. Les sourires, on ne les accepte pas de suite. Et là, par exemple, voilà, moi, je suis bien. Je peux le dire. Moi, maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Moi, quand je vois un handicapé, ça me rappelle les centres. Et donc, quand j'en vois, ça me fait mal. Je suis bien qu'avec des valides. Donc, voilà. Et quand on passe dans l'autre sens, c'est que c'est guéri, c'est gagné. Et justement, alors, c'est pas que je n'aime pas les handicapés, hein, c'est pas ça. Mais moins je les vois, mieux je me porte parce que ça me rappelle des souvenirs atroces. C'est ça, les souvenirs de centre. Ah, voilà. Alors qu'à l'époque, justement, les souvenirs de centre, c'était les meilleurs. Moi, je me voyais, j'étais bien qu'avec les handicapés. Et voilà, parce que je me disais, ben voilà, je ne suis pas le seul. Pour revenir au livre, est-ce que tu as eu des retours de lecteurs ou est-ce qu'il y a des proches qui ont lu ton livre et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors j'ai deux sortes de lecteurs. Et justement, je suis content d'avoir sorti ce livre. Parce que bon, là, on va se dire, je me mets à nu quand même. Parce qu'il fallait que, voilà, il fallait que les gens sachent, voilà, la nouvelle vie et par là où j'étais passé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui me contactent, il y en a, je leur ai sauvé la vie. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en dépression et qui ont lu mon livre, qui ont vu les épreuves dans lesquelles je suis passé. Et voilà. Mais c'est un truc de malade. Voilà. Donc ça, il y en a, c'est leur livre de chevet. C'est-à-dire quand ils sont pas bien, ils se font quelques chapitres et là ils se disent je n'ai pas le droit de me plaindre. Alors, bien entendu, il n'y a pas de degré dans la douleur. Donc il y a des gens, moi je supporte la douleur vraiment au niveau assez haut. Donc voilà, il y en a, ils ne pourraient pas supporter une petite égratignure dans leur vie. C'est comme ça, donc ça, on est tous différents. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, ça apprend à relativiser. Et après, ben, les autres personnes, ils ont été admiratifs par le livre, pas par rapport là où je suis passé, mais c'est surtout qu'ils ont tendance à le faire lire à leurs enfants, enfin ados, voilà, pour leur faire voir quand même que la vie peut basculer très rapidement. Ils considèrent que c'est une leçon de vie aussi. Bon après, il ne faut pas s'empêcher de vivre, hein, parce que comme je dis, ça peut arriver en sortant de chez soi, on trébuche, on tombe sur la tête, c'est fini. Voilà, donc c'est pas ça, mais au moins montrer quand même que voilà, la vie peut vite basculer. Et pour revenir, voilà, moi je suis content de l'avoir écrit justement pour les gens que je peux aider à avancer. Et après, il y en a d'autres, et bien évidemment, ils attendent la suite. Parce qu'ils voilà, ils sont restés sur leur faim, là. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est devenu, Manu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et du coup, voilà. Si tu veux bien, on va parler un peu de ton quotidien. Parce que beaucoup de personnes s'imaginent qu'être paraplégique se résume à ne plus marcher. Mais tu l'as déjà un peu dit. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que pour qu'on se rende mieux compte de ton quotidien, tu peux nous raconter une journée type de ton quotidien? Oui, alors, il n'y a pas de journée type parce que les journées changent suivant mes douleurs, suivant mon humeur. Enfin, non, mon humeur, elle est toujours positive quand même. Mais suivant, justement, c'est souvent les douleurs et ma fatigue. Parce qu'automatiquement, quand il y a douleur, il y a fatigue. Et moi, dès que je me lève, je sais si je vais avoir une bonne journée ou pas. Parce que la douleur, le matin, si je l'ai, elle sera jusqu'au soir. Il faudra attendre le lendemain. Enfin, quand je parle de la douleur, c'est une douleur excessive. Parce que la douleur, je l'ai 24 heures sur 24. Mais après, il y a une douleur que j'ai 24 heures sur 24 qui m'empêche pas, à l'heure actuelle, de faire mes journées normales. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, avec les douleurs que j'ai par exemple actuellement, comme quoi le cerveau est très bien fait, je te parlais 2 minutes, Pauline, et puis après, le cognitif, il partait en live. C'est-à-dire que je ne pouvais plus te parler.
Voilà, j'arrivais plus à me concentrer. Maintenant, j'ai apprivoisé la douleur à ce niveau-là et je peux te parler pendant des heures peut-être. Mais du coup, quand tu as les douleurs, ça veut dire que tu restes couché toute la journée et t'attends que ça... Ou en tout cas, tu restes chez toi. Je reste pas couché parce que je déteste rester couché, mais je me mets sur mon fauteuil parce que c'est là où je suis le mieux sur mon fauteuil. Malheureusement, c'est là où je suis le mieux. Mais sinon, mais après, je fais beaucoup moins. Tout à fait, parce que je peux rien faire. Et je peux même pas faire, voilà, si j'ai de l'administratif à faire, si je dois réfléchir, je peux pas. Voilà. Je laisse le cerveau de côté, j'attends le lendemain. Et puis c'est pareil au niveau physique, je fais le minimum de transfert. Voilà, donc je reste tranquille. D'accord. Et si ça va, si c'est une journée avec, donc tu te lèves le matin, j'imagine que... Ouais, donc la toilette, c'est au lit, avec une bassine et le gant. En fait, je reste au lit, ça m'évite des transferts. C'est pareil, après, pour aller aux toilettes, moi, c'est un toucher rectal le matin pour déclencher les selles que je fais également au lit. Je fais ça proprement, Pauline. Hein. Voilà. Et puis après, je m'habille au lit aussi. Donc, je fais tout allongé. Et après, je prends mon fauteuil. Et puis après, comme les autres, je prends le petit déjeuner. Voilà. Mais après, tout est plus long parce qu'automatiquement, l'accessibilité, c'est compliqué. Ta maison est adaptée ? Alors, elle est semi-adaptée, on va dire, parce que j'ai une maison que j'adore et que je voulais absolument garder. Et donc, j'ai un fauteuil Stana. Alors, le fauteuil Stana, on voit assez la pub à la télé, mais c'est pas trop adapté. Il aurait fallu que je mette un ascenseur. Donc là, vu que dernièrement, on était en procès pour justement l'accessibilité de ma maison, parce que c'est très très long, et bien, je viens de toucher les fonds pour l'accessibilité, donc il est possible que je mette un ascenseur. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à gérer au quotidien ? Le plus dur, c'est l'inaccessibilité. Parce que c'est une catastrophe. Et le plus dur au quotidien, c'est ce qu'on appelle le préjudice d'agrément. Préjudice d'agrément, en fait, ça c'est des termes dans le juridique, c'est tout ce qui concerne les loisirs. Et le plus dur, c'est de ne pas pouvoir accompagner ma fille sur la plage. Du moment qu'il y a le sable, nous on reste sur le parking. C'est ne pas pouvoir ramener ma fille au ski. Parce qu'en plus j'étais hyper sportif, moi, donc c'est ne pas pouvoir ramener ma fille dans les bois. Après, quand je parle de ça, ça me concerne aussi, ne plus pouvoir faire de randonnée. Ne plus pouvoir être proche de la nature. Parce que la nature, je l'ai, mais là où c'est accessible. Dès que c'est terminé, voilà. Et la nature, là où elle est belle, c'est souvent là où c'est inaccessible. Là où on va chercher des choses plus jolies. Voilà, tout ça, c'est vraiment ce qui vraiment me fait mal, quoi. Parce que le moindre obstacle m'empêche d'aller prendre un trottoir. S'il y a le trottoir, je ne peux pas y aller. De l'autre côté, je ne peux pas y aller. On ne peut pas monter les trottoirs. Voilà, c'est pour ça, c'est très compliqué. Et malheureusement, ça manque d'accessibilité encore. Il y a des efforts qui sont faits en France, mais on manque énormément encore d'accessibilité. Hein. Ma fille a grandi, a eu une enfance qu'elle n'aurait pas eue si j'avais été valide. Elle n'aurait pas eu la même. Parce que voilà, je l'aurais accompagnée sur plein de loisirs autres que ceux qu'elle a fait là. Tout à l'heure, tu as parlé à plusieurs reprises des douleurs neuropathiques. Est-ce que tu peux nous décrire en fait ce que c'est comme douleur et après nous dire si tu as trouvé des astuces pour les apaiser? Est-ce qu'il y a des moments où tu as des astuces qui marchent? Eh bien non, malheureusement, j'ai pas d'astuce parce que les douleurs neuropathiques, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des notes tous les jours, je prenais des notes, minute par minute, heure par heure, quand il y avait des changements. Et puis j'essayais de trouver une logique, mais il n'y en a pas. Alors elles se manifestent comment, ces douleurs neuropathiques? Eh bien, c'est des coups d'électricité. Je ne sais pas si tu as déjà pris le 220 volts.
Mais en fait, c'est ça, avec des fourmillements en permanence. Et des coups d'arc électrique, des picotements. Mais dans tout le corps ou juste dans les jambes? Ouais, mais alors ça dépend, voilà. Ça peut Mais être n'importe où? enfin, moi, malheureusement, je les ai dans tout le corps. Et quand elles montent, c'est jambes-bassin. C'est-à-dire là, elles sont partout. Voilà. J'ai même au niveau, justement, il y a dans ma partie paralysée, c'est les jambes avec bassin et tronc. Et, mais j'en ai même sur les parties non paralysées. Alors pour le petit info, on appelle ça des douleurs allodyniques. Je les ai au coude. Et ça, même quand il y a le vent qui souffle sur mes poils, ça me déclenche des douleurs atroces. C'est-à-dire que si on m'effleure, ça me fait hyper mal. Et donc c'est compliqué parce que quand on veut m'apporter peut-être de la tendresse, pas forcément au coude, mais même là, aux épaules, ça me déclenche des douleurs. Donc c'est très 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 compliqué. Et c'est pareil, là où il faut avoir un juste milieu, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'être content sur certaines choses, certaines émotions. Voilà, ça arrive. Et bien, il ne faut pas trop être dans l'excès, parce que même dans l'excès, il y a des mauvaises infos qui passent au système nerveux et qui me déclenchent des douleurs. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop content. Voilà, moi, c'est comme ça. En fait, dès que tu reçois des stimulations Voilà, extérieures... parce qu'en fait, voilà, c'est des mauvaises infos qui sont transmises dans le système nerveux après. Et ça me déclenche automatiquement jamais ça me déclenchera jamais des caresses, de la tendresse, tout ce que tu veux. C'est toujours l'inverse, c'est toujours des douleurs. Voilà, donc il ne faut pas être trop content. Voilà, il ne faut pas être trop fatigué. Voilà, il ne faut pas trop non plus faire de transfert parce que ça, tu prends des décharges en permanence. Et voilà, et puis il y a des jours, ça vient comme ça. Tu ne sais pas pourquoi. Bon, après, il faut savoir que, comme je te disais, j'ai été polytraumatisé. Il y a ma colonne vertébrale qui s'est soudée à mon bassin. Donc ça ne fait pas du bien non plus. Donc il y a beaucoup moins d'élasticité, je suis beaucoup moins souple, il y a de la raideur, je suis assis toute la journée. Voilà, je fais un peu de verticalisation, certes, mais dès que je fais la verticalisation, ça me fait mal, ça me déclenche des douleurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on te demande de faire de la vertique pour la circulation sanguine et ça fait du bien, mais moi, ça me fait du mal. C'est pareil, la piscine, je ne peux pas y aller, moi. La piscine, j'ai l'impression de rentrer dans de l'eau bouillante et ça me fait trop mal. Je ne peux pas, je ne prends pas du plaisir en me baignant. Donc c'est très très compliqué. C'est tout le sensoriel qui est bouleversé, quoi. Ah oui. Le contact de l'eau, le contact... Voilà, complètement. Il me reste pas beaucoup de parties. Donc les parties, c'est le haut des épaules, derrière le dos, la tête et les mains. Voilà, le reste, tout est perturbé. Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à oublier ton handicap? Alors, quand je dors. Des moments éveillés? Non, parce que, comme je te disais, ce qui me rattrape, c'est les douleurs. Je pense que j'ai eu peut-être dans les 8 ans de douleur, quelques petits moments d'apaisement, mais elles y étaient toujours. Il reste toujours ces derniers fourmillements qui me rongent. D'ailleurs, quand je me suis réveillé la première fois ou quand j'ai commencé dans les centres de rééducation, j'ai halluciné. C'est-à-dire ces douleurs, bon maintenant j'y ai l'habitude, mais c'est impressionnant. On se demande, mais dans notre tête, on se dit, mais ça peut que s'arrêter, c'est pas possible, on peut pas vivre avec. Eh bien si, j'y arrive encore, mais ces douleurs-là, elles ne font pas oublier, c'est celles-là qui ne font pas oublier le handicap. Voilà. Après, si, je vais mentir. En fait, le seul moment où tu te sens pas handicapé, d'après toi, je te pose la question, Pauline. D'après toi, c'est où? À quel endroit? C'est quelque chose, en fait, où je me retrouve sans le fauteuil et en faisant les mêmes choses qu'avant, avec une sensation de liberté d'aller là où je veux. La voiture. C'est le seul endroit. Parce que là, je fais comme les autres. Je suis comme les autres.
Et la voiture, c'est très, très important. C'est très bien parce que là, il y a une sensation de liberté extrême. Puisque là, tu vas partout. Enfin, tu vas partout, là où doit aller une voiture. Voilà. Tu vas à la même vitesse qu'eux, tu n'es pas au ralenti, tu fais tout pareil. Où tu te sens sur un pied d'égalité. Voilà. Même Supérieur. non, je plaisante, mais oui, c'est ça. Est-ce que tu as pu reprendre une activité professionnelle ? Oui, alors, en 2016, j'ai voulu absolument de nouveau travailler dans la police. Et ils m'ont reclassé au centre de formation. Et parce que, bon, évidemment, il faut exclure la voie publique maintenant, avec mon handicap. Il ne me restait pas grand-chose, à part aller dans les bureaux des plaintes ou à l'accueil du commissariat. Bon, après, il y a d'autres choses. Mais moi, j'étais fan de formation parce que j'ai formé des pilotes moto, moi. Et la formation me plaisait. Voilà. Et d'ailleurs, avant d'avoir l'accident, c'était une idée qui m'avait traversé l'esprit pour aller au centre de formation et former les jeunes qui rentraient dans la police. Et là, ils m'ont aménagé un poste au centre de formation. Et en fait, c'est les stages qui... là, c'est pas pour accueillir les futurs gardiens de la paix. C'est le fonctionnaire qui est titulaire, c'est des remises à niveau, c'est des changements de législation, comme la nouvelle légitime défense à l'époque, il y avait ça qui était sorti, donc j'avais eu ce dossier, et puis voilà, il y a un centre de formation où on les fait passer en groupe, et donc j'avais atterri là, j'avais un bureau là-bas, mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, mon escar... mes douleurs imprévisibles, parce que le problème, c'est que, voilà, je disais à demain, mais à demain, quand vous avez des douleurs atroces, le souci, c'est que comment faire court, quoi. Comment faire court ? Comment faire suivre le cognitif ? C'était très compliqué pour moi. Donc après, il y a eu la mode du télétravail qui est tombée, et j'ai pu faire du télétravail, c'est-à-dire on me laissait faire du télétravail parce que ce poste-là, il y avait moyen de préparer des cours, de préparer en amont des cours et sur des prochains stages. Et voilà, j'avais fait ça, mais même ça, c'était 3 jours à la maison et 2 jours au travail, ou l'inverse, je ne sais plus. Et même ça, il fallait donner les jours avant fixes où j'étais au boulot. Voilà, et à un moment donné, ça ne l'a pas fait non plus. Et puis, bon, je suis retombé malade. J'ai eu pas mal de problèmes de santé qui se sont enchaînés entre l'escar, entre justement des... Parce que il y a également, on parlera de sport après, parce que j'ai voulu reprendre le sport, mais j'ai pas pu. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as essayé des sports ou des sports adaptés depuis ton accident ? Alors justement, j'ai eu la double punition, puisque je répète, je suis un polytraumatisé. Et encore que là, ça concerne la moelle épinière. C'est que j'ai repris le ski en fauteuil. Et en reprenant le ski, il n'y a pas eu de problème, j'ai pu faire du ski. Sauf que je me suis aperçu qu'en faisant du ski, j'avais des problèmes respiratoires, mais assez conséquents. Alors au départ, je pensais que c'était l'altitude. Et donc j'ai stoppé le ski et je me suis mis à l'aviron. Et à l'aviron, pareil. Et quand on a été sportif comme je l'ai été, je sais que plus on s'entraîne, plus on est performant. Et là, c'était l'inverse. Et du coup, je suis quand même allé voir mon neuro. Parce que je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il m'a expliqué. Le problème, c'est que quand j'ai eu le pneumothorax, alors ça il y a de ça parce que évidemment, j'ai perdu de ma cage thoracique. En plus, j'ai plus les abdos, donc c'est compliqué pour respirer. Mais moi, j'ai un souci qui se passe au niveau cardiaque parce que j'ai tapé une vertèbre qui fait que ça a un peu dérangé le cardiaque et le pulmonaire, justement. Et mon cœur n'accélère pas comme il devrait accélérer. C'est-à-dire quand je suis en plein effort, il est trop bas.
par rapport à l'oxygène qu'il devrait produire. Ça fait que je suis moins performant et je me mets en malaise vagal. C'est-à-dire, il y a un voile blanc qui se met, et puis voilà. Et là où je l'ai découvert, c'est en aviron, parce que je commençais à prendre des bras sérieusement. Automatiquement, plus on prend des bras, plus on prend du muscle. Plus on prend du muscle, plus il faut l'oxygéner. Plus il faut d'oxygène. Et moi, justement, j'oxygénais de moins en moins. Donc, avant, justement, quand je n'étais pas trop musclé, qu'il y avait les muscles moins imposants, eh bien, il ne m'en fallait pas autant. Et donc, j'ai dû arrêter. Donc, double punition. Parce que je voulais préparer justement Tokyo 2020. Et en plus, j'étais assez performant. Parce que justement, j'étais dans la rigueur. Et le gars, il me disait, si tu continues comme ça, c'est bon, hein, on y va. Et ça remonte à il y a 4 ans. Et pour toi, en faire, mais pas en mode compétition, c'était pas possible non plus. Pas du tout. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, puisque si moi, ma machine ne marche pas, on va mettre une machine autour qui va marcher, elle. Donc on va faire quelque chose pour essayer de faire un exploit quand même. Tu penses à quoi ? Ah, ça c'est... C'est secret encore ? Ah, c'est encore dans les papiers, dans les petits papiers, mais c'est... Normalement, ça va être un petit record du monde. Mais je dis pas en quoi. Carrément, oui, on est sur du... Ah oui, je suis en contact et je peux pas trop en parler encore, mais oui, donc on va voir. D'accord. Toi aussi, tu veux aller sur la Lune ou dans l'espace, c'est ça ? Ah ben, s'il faut se finir, j'aimerais me finir sur la Lune, ouais, pourquoi pas. Non, mais non, ça sera pas sur la Lune, on restera sur Terre. Ok. Est-ce que depuis ton accident, il y a des moments où parce que tu avais une vie à 200 à l'heure et qui était beaucoup dans l'adrénaline, à la fois dans ton métier, à la fois dans tes passions. Est-ce que depuis ton accident, tu as eu des moments où tu as ressenti la même adrénaline ? Non, mais pour la petite... j'ai voulu ressentir un jour de l'adrénaline. Pour tout te dire, je fais quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors, je suis allé en Espagne, je crois que c'est Emporia Brava, là-bas, et il y avait un grand 8, le plus gros, là. Et c'était interdit aux handicapés. Donc, j'ai menti au monsieur et j'ai dit que je m'étais seulement fait mal au genou et que je n'étais pas handicapé. Donc, je me suis fait porter dans la machine et on y est allé. Bon, le résultat, il n'a pas été terrible puisque j'ai fait 2 malaises et puis après... j'ai un peu tapé parce qu'il faut les abdos et tout un peu pour se tenir et j'avais rien, mais j'ai même pas ressenti d'adrénaline trop, c'est incroyable, mais voilà, je voulais un peu me mettre d'adrénaline mais ça n'a même pas marché là, donc il faut vraiment que je trouve vraiment quelque chose parce que ça me manque, oui, ça bien sûr. Quel est ton rapport avec la peur aujourd'hui ? Est-ce que tu as plus peur de faire les choses ou au contraire tu es en mode j'ai plus rien à perdre, du coup, t'as encore moins peur qu'avant ? Ah non, la peur, là, je ne l'ai plus du tout, là. C'est-à-dire, ouais... Déjà que tu l'avais pas beaucoup avant, a priori ? Ouais, enfin, j'étais conscient quand même de certaines choses. Mais là, non, la peur, non. Mais déjà, la peur de mourir, non, du tout. Du tout. D'ailleurs, il y a quelques années, il me tardait. On arrive aux questions de la fin. C'est super, ça, Pauline. Enfin. Tu sais tout sur moi, je me suis mis à poil, ça y est, c'est terminé. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film, une musique qui t'a aidé et dont tu as envie de nous parler ? Alors, un film que 20 millions de Français ont adoré et que j'ai détesté, c'était Intouchable. Pourquoi ? Parce que ce film, il m'a pas plu dans le sens où tout le monde n'est pas milliardaire quand il est handicapé. Donc tout ce qu'il a pu faire et tout ce qui a été vu, pour moi c'est du... Voilà, c'est... Oui, il y a le côté scénario quoi derrière. Et ce qui est dur, c'est que moi, même une fois, j'avais présenté mon livre à quelqu'un, un scénariste. Et il m'avait répondu, mais ça va pas plaire parce que ça fait pas rire. Et ça, j'avais halluciné. Et là, ça m'avait choqué. Et je lui avais dit, mais quand c'est que vous allez montrer la réalité ? Donc, il y a Grand Corps Malade qui a fait un film. Patient. Ouais, mais je le trouve trop édulcoré. Pareil. En même temps, c'est des documentaires ou des films tout public. Exact, oui, mais c'est pas... Mais le problème, c'est que
Si on veut faire bouger les lignes, c'est pas avec ces films-là qu'on va y arriver. Parce que moi, j'ai vu des films dramatiques sur les guerres ou quoi que ce soit, très très réalistes. Pourquoi pas sur le handicap? On y est, on y sera toute la vie. Voilà. Donc, moi, je suis désolé, mais quand j'entends d'un gars qui me dit, ben ouais, on va pas faire peut-être des 20 millions d'entrées. Voilà, mais ça, on s'en fout. Le problème, c'est justement, il faut faire en sorte, après, de faire de la com pour montrer. Et puis, de toute façon, le film, s'il n'est pas vu maintenant, il sera vu plus tard, parce que quand il y aura quand les gens comprendront et prendront conscience de certaines choses, parce que de toute façon, en plus, les handicapés, il y en a de plus en plus, puisque automatiquement, ils ont réduit les vitesses sur la route, donc il y a moins de morts, mais il y a plus d'accidentés. Donc, on y vient. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à Grand Corps Malade, moi, j'aurais aimé qu'il montre l'accident. J'aurais aimé qu'il montre le mec intubé. J'aurais aimé qu'il montre, après, comment ça se passe derrière. Comment on fait. Mais tu as raison, parce qu'on se dit que c'est des images sensibles et trop dures. Mais tous les jours, il y a des séries ou des films qui sortent avec des images hyper violentes de guerre, de combat. Donc, pour moi, c'est le même niveau. Non, il n'y a pas un niveau, mais je veux dire, ça peut heurter la sensibilité de la même Bien façon. sûr, et puis la violence, je pense que la violence, il y en a trop dans ce monde. Donc, il faudrait peut-être censurer un peu plus la violence et montrer la réalité sur les handicaps. Moi, je suis désolé, mais et on en est là. Mais eux, ce qu'ils veulent, parce que ça plaît, la violence, ça plaît. D'ailleurs, on n'a qu'à voir notre société, elle plaît, ça plaît la violence. Et le handicap ne plaît pas. Mais le handicap, c'est un sujet qu'il faut vraiment sensibiliser et voilà. Et puis faire bouger ces lignes qui ne bougent pas parce que ça plaît pas. Ça plaît pas. Mais ça plaît pas aussi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont du mal à aborder le handicap. Mais quand ça leur arrive dans les familles, là, parce qu'il faut se préparer, à tout moment, ça peut arriver. Et puis, de toute façon, on arrive toujours avec un handicap. Et en vieillissant, il y a toujours un handicap qui arrive. Hein. Voilà. Et bien ça, moi, je trouve que c'est nécessaire pour la société, parce que ça apprend justement à accueillir cet handicap, à mieux l'accueillir. Et voilà, et parce que le handicap, c'est pas que mon fauteuil. Du handicap, il y en a 500 milliards de différents. Donc voilà, et moi je pense que voilà, il faudrait, pas forcément sur les accidents de la route, mais moi je pense que il faudrait plus de profondeur, voilà, moins édulcoré, plus de profondeur, mais montrer vraiment la réalité. Et je pense que ça toucherait pas mal de gens. Que franchement, ils penseraient autrement du handicap. Moi, je le vois comme ça. Mais tant qu'on ne l'abordera pas, ça ne se fera pas. Hein. Est-ce que tu as une citation, un mantra qui te motive au quotidien? Alors, je me rattache à une qui dit que, je crois que c'est dans une fable de La Fontaine, « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » D'accord. C'est dans laquelle? Quelle fable? Le lion et le rat. Ah oui, je vois, oui. Lorsque l'on est confronté à une difficulté, il est inutile de s'énerver. Il faut au contraire faire preuve de patience et agir posément. Morale qui conclut la fable de La Fontaine intitulée Le lion et le rat. Merci. Mais j'ai pas que cela, j'en ai une autre. Parce que moi, je veux garder... Attends, c'est Baudelaire qui l'avait... Et j'adore ça parce que ça me correspond. C'est le génie, c'est l'enfant se retrouver à volonté. Parce que quand on garde ce côté enfant, à vie, voilà, je trouve que ça c'est du génie, parce que voilà, c'est ce côté enfant qui te permet d'avancer et de vivre longtemps. Garder l'insouciance. Également. Mais ça c'est dur. Mais pas que ça, parce que le côté enfant, c'est ce côté jeunesse, on reste jeune. Malgré qu'on soit abîmé dans le corps, voilà, le cerveau, il pousse ce corps, il l'amène avec ce côté enfant. Rester curieux et... Voilà, rester jeune dans la tête. Jeune, ok. Jeune dans la tête. Et donc ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors, me souhaiter pour l'avenir que mes copines, mes douleurs se barrent. Voilà, les douleurs, si le jour... Parce que déjà, je pense que
j'ai été assez puni en me retrouvant dans un fauteuil. Mais là, j'ai eu le double effet qui se coule, comme on dit, et j'ai eu les douleurs qui ne me lâchent pas. Non, sans me plaisanter, ouais, c'est les douleurs. Si elles pouvaient s'enlever un jour, ça serait le plus gros cadeau pour moi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris à vivre avec. Et c'est vraiment pas ne plus marcher qui m'embête à l'heure actuelle. Ce qui m'embête, c'est vraiment ces douleurs. Ces douleurs, et c'est également, automatiquement ça va avec, que je suis hyper vite fatigué. Et c'est là où je comprends les anciens quand ils te disent tant que vous avez la santé, c'est bien les jeunes. Hein. Mais voilà, je me fatigue très vite. Mais vraiment, c'est les douleurs qui m'embêtent. Merci beaucoup Emmanuel pour cette conversation. C'est moi qui te remercie, pendant Pauline. Des heures. Et à bientôt. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Emmanuel pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur Emmanuel, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme mes invités précédents, vous avez envie de raconter votre histoire derrière le micro de Pépin, vous pouvez me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que je vous donne rendez-vous toutes les semaines sur le compte Instagram Pépin Podcast pour partager mes découvertes. Dernière petite chose, si vous voulez me faire plaisir et récompenser mon travail, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux de votre choix. Merci beaucoup à tous et à très vite.